fondamentaux. C'est d'abord que la mondialisation est devenue multipolaire, c'est-à-dire avec de nouvelles formes de compétition entre précisément ce qu'on appelait les anciens pays occidentaux d'un côté et les pays émergents. Si bien que le directoire qui avait la prétention d'exercer une sorte de gérance économique financière sur justement le monde, ce directoire-là est fortement contesté par de nouvelles puissances. Ces nouvelles puissances sont des puissances d'abord industrielles, c'est ensuite des puissances financières, ils ont d'importantes réserves, ce sont des finances technologiques, des puissances technologiques, et en même temps, ils ont réussi à créer juste des formes nouvelles de coopération. Nous n'avons plus ces relations inégales nord-sud. Cette coopération a complètement disparu au profit maintenant d'une sorte de coopération dite gagnant-gagnant. À partir de ce moment, cette compétition est en train de modifier systématiquement les rapports de force dans le système de la mondialisation. Et c'est ça qui est important. C'est que désormais, ce que l'Europe était seule à pouvoir faire, c'est-à-dire c'est la rente de situation de l'Europe, fondée sur la première révolution industrielle, fondée également sur la prédation sur les matières premières, c'est terminé. On a l'impression que ce cycle-là est complètement fini parce que si vous parlez d'industrialisation, ce que l'Europe savait faire, pouvait vendre, d'autres peuvent le faire et le vendre déjà moins cher, avec des conditions qui n'ont plus effectivement cette teinte néocoloniale. Alors, à partir de ce moment, vous voyez un peu les rapports de force changent. Et finalement, si nous grattons à l'intérieur, on va s'apercevoir en définitive que cette embellie de l'Afrique s'explique par justement cette amélioration des cours des matières premières. Les matières premières, on a dit les matières premières seulement pétrolières, certainement, mais presque toutes les autres. Pourquoi? Parce que justement, les nouvelles puissances émergentes ont une demande très forte de matières premières. Donc, viennent en compétition sur les marchés. À partir de ce moment, vous voyez un peu, ces conditions-là sont tout à fait favorables à l'Afrique. Les investissements en Afrique ont augmenté de manière significative ces dernières années. Nous avons des attentes très positives pour les années à venir. Il y a une amélioration de la dynamique en Afrique avec une croissance économique, une plus grande stabilité, une meilleure gouvernance, au même moment où les opportunités se réduisent dans d'autres parties du monde. Si j'étais un investisseur et que je comparais l'Afrique à l'Europe, je verrais des risques au sein des deux marchés, mais de meilleures opportunités de retour sur investissement en Afrique. Les secteurs où l'on voit les plus grands investissements de nos jours, les plus grandes opportunités, sont ceux des télécommunications, du commerce de détail, de l'industrie qui retrouve des couleurs et des services financiers. À l'évidence, les industries d'extraction continueront à être un secteur clé. Un des grands problèmes des entreprises européennes, contrairement aux entreprises des pays émergents, c'est cette tendance à ne pas distinguer le risque politique et le risque technique. Ils perdent beaucoup de temps dans les analyses sophistiquées de risques techniques et moins de temps dans les risques politiques. Les émergents, eux, puisque les émergents, ils vivent dans les pays qui ont les mêmes challenges comme nous, je pense qu'ils commencent par analyser le risque politique. Que le marché africain ait changé est une évidence. Cependant, il est aussi évident qu'il y a encore des ajustements à opérer pour éviter de compromettre à long terme la viabilité de cette croissance et tirer profit de la bonne cote actuelle du continent. D'abord, les pays de l'autre côté du monde ont des intérêts à défendre.
Ils ont le droit de défendre leurs intérêts en Afrique, mais nous aussi, nous avons le droit de défendre les nôtres. Nous n'avons pas fait un bon travail par le passé cependant. Si nous devons aller à des conférences internationales en ordre dispersé et que chaque chef d'État ne parle que pour son propre pays, c'est sûr qu'on va perdre. Il faut renforcer nos organisations panafricaines et créer davantage d'espaces panafricains de dialogue. Pour l'heure, nous avons 54 chefs d'État qui comptent se rendre en Chine, la Chine ayant une stratégie pour l'Afrique, mais l'Afrique n'a pas une stratégie pour la Chine. China has a strategy for Africa. Africa has no strategy for China. Il est grand temps aussi de prendre les mesures nécessaires pour que les Africains bénéficient eux-mêmes de cette croissance de leur continent qui impressionne à l'international et qui devrait attirer beaucoup de monde. L'industrialisation de l'Afrique est par cela, j'entends non pas seulement le secteur minier, le secteur manufacturier, etc., mais une industrialisation au vrai sens du terme. Pour ce faire, l'Afrique investit des ressources énormes dans son capital humain, notamment l'éducation, des investissements lourds dans les infrastructures, etc. Si nous pouvions disposer de ces ressources en vue de notre industrialisation, alors là, nous aurions fait des pas de géant dans ce sens. Actuellement, nous avons des infrastructures, mais elles ne sont pas relatives à notre industrialisation, mais servent à extraire les minerais, juste le modèle de la colonisation. Donc, il nous faut investir d'importantes ressources dans l'éducation, mais également des ressources tout aussi importantes dans les infrastructures. Il y a une dernière révolution que les États doivent faire. Ce sont les élites. Le problème des élites africaines. C'est-à-dire, en fait, la possibilité pour cette élite-là de coller avec leur peuple, d'entrevoir toutes les réformes pour mieux profiter de toutes les opportunités qu'offre le système mondial d'aujourd'hui. Tout est favorable, mais il y a des choses, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Alors je dis toujours, il faut un État stratège, il faut des élites patriotiques, extrêmement patriotiques et courageuses, et évoluant dans des systèmes démocratiques, véritablement démocratiques, autour de principes de bonne gouvernance. L'Afrique sera cette année, selon bon nombre d'observateurs, le continent qui connaîtra la plus forte croissance dans le monde avec une moyenne de 5,5%. L'année 2014 se place donc déjà comme celle de la Renaissance africaine, c'est-à-dire celle au cours de laquelle l'Afrique, performante et ouverte sur le monde, répondra mieux aux besoins de ses populations.